L'épidémie de coronavirus se propage sur quasiment tous les continents et risque de laisser sa marque sur l'industrie du jeu vidéo. Report de sortie, chaîne d'assemblage de hardware au ralenti, dans une année devant pourtant accueillir une nouvelle génération de consoles. Vu que déjà en situation normale, les approvisionnements de composants électroniques se font sous tension, il y a fort à parier que Sony et Microsoft devront choisir entre soit des stocks Day One diminués, soit des lancements PS5 et Xbox Series repoussés. Et pour les joueurs PC, une chose est sûre, d'un point de vue tarifaire, le second trimestre ne sera pas le bon moment pour acheter de quoi upgrader sa machine. Avant de continuer, rappelons que s'attrister des conséquences commerciales d'un virus ne saurait être digne si l'on ne rappelle pas simultanément que quelle que soit la portée des désagréments, la santé du vivant et de la planète doivent passer devant. La société de consommation n'est qu'un luxe qui mérite d'être sacrifié dès que les variables précédemment citées sont exposées. D'autant qu'il y a tellement de quoi faire, ne serait-ce qu'avec les jeux sortis ces 3 dernières années, qu'on pourrait très bien se priver de toute nouvelle actualité JV durablement. Revenons à nos contrariétés virales. On ajoutera les annonces récentes d'annulation ou report de salons et événements en présentiel, à l'instar de la GDC 2020. Avec la déclaration de l'état d'urgence dans le comté de Los Angeles, la même chose pourrait finir par arriver à l'E3, c'est peut-être déjà le cas à l'heure où sort cette vidéo. Même s'il reste l'événement le plus prestigieux de l'année, l'E3 fait face au fil des ans à un intérêt de plus en plus contesté, les plus grands participants cherchant peu à peu à s'en émanciper. Après tout, à quoi bon s'obliger à tous communiquer en même temps dans un moment bruyant, si ce n'est pour s'obliger à un exercice de surenchère pas toujours valorisant. Cette année encore, les vents contraires pour l'E3 ne feront que se propager davantage en même temps que le virus, incitant plus d'entreprises à annuler leur venue à Los Angeles. L'annulation pourrait même venir de l'organisateur lui-même, l'ESA, qui, interrogé sur la situation, avait déclaré qu'elle évalue activement la situation. Si l'E3 2020 est annulé, il y a fort à parier que les acteurs qui organisaient traditionnellement des conférences lors du pré-show les remplaceront par des événements streamés. Par effet de bord, il est possible que cela libère définitivement les industriels de l'autorité que l'E3 avait encore sur eux. Postulons sans risque que les diffusions en direct sont moins chères à réaliser que la présence à un énorme salon comme l'E3. Les gros éditeurs et consoliers pourraient suivre l'exemple de Sony en annonçant ne plus vouloir participer à l'événement. Impensable, il y a quelques années, Sony décidait de se priver de l'E3 l'année du lancement de sa console. L'E3 2020 avait de son côté annoncé vouloir proposer une formule misant plus sur les influenceurs et les animations avec les fans. Un E3 qui se Paris Games Weekisait en somme. Voir les grands acteurs de l'industrie dématérialiser leur présence dans le salon peut être moins intéressant pour les joueurs. Pas à cause des conférences, les conférences de l'E3 c'est sympa, ça fait du spectacle, ça divertit. Mais ce n'est pas vraiment là où on apprend le plus, où l'on va retenir les informations les plus fiables. Durant sa conférence, ou ce qui pourrait se transformer en stream, l'éditeur ou le consolier met le focus sur l'émotion plus que sur les précisions. Formulation grandiloquente et trailer éclair noyé dans un tunnel d'annonces pour que le spectateur ne retienne qu'au final qu'un bel amas de pixels. C'est là qu'interviennent les journalistes sur place. La conférence organisée en présentiel dans le cadre d'un salon permet aux journalistes d'aller poser des questions aux professionnels, de mettre en lumière des jeux passés à la va-vite lors de la conférence ou d'obtenir des précisions sur des fonctionnalités ou des spécificités précises du hardware qui s'avèrent parfois loin du bullshit annoncé. Des clarifications bienvenues car, de par sa nature, une communication institutionnelle a besoin d'être ajustée. Parenthèse, c'est pour cela que les éditeurs n'arrivent pas à créer durablement leur propre journal d'actualité ou leur propre chaîne TV, car sans ajustement, une communication institutionnelle ne fait pas naturel et devient indigeste sur la durée. Le dernier exemple en date est parlant avec Ubisoft qui vient de sortir sa propre web TV, nommée GTV. Talk show, reportages, divertissement viendront rythmer ce projet dont, je cite, le ton se veut positif, affirme un des porteurs du projet. Certes, Ubisoft a les moyens de le faire, mais même en y mettant de l'envie, des idées et des ressources humaines talentueuses pour le faire, il restera toujours le problème. C'est qu'une communication pilotée par une institution, par un groupe industriel, se doit par nature d'éviter tout malaise. Et devoir penser à éviter en permanence tout malaise, cela crée justement un climat de malaise. C'est humain. Oui, la communication institutionnelle est malaisante par nature, parce qu'elle est supervisée. Surtout lorsqu'elle s'attelle à parler longuement du secteur autour duquel son business repose directement.
Ce n'est pas du tout un manque de compétences d'Ubisoft, mais bien un problème structurel lié au fait qu'un grand groupe parle pour lui-même et donc expose son image. Et donc la crispation ressentie est continuelle. Je vous invite à le constater par vous-même en regardant des extraits. On sent une fausse décontraction gênante et un phrasé mesuré qu'on ne retrouve pas sur les autres web TV ou émissions YouTube. Fort de cet argument, et pour revenir à l'E3, on se dit que l'E3 perdrait son intérêt pour le joueur s'il perdait la complémentarité journalistique qui ajuste la communication officielle, à cause d'une dimension dématérialisée de l'événement. De plus, la fin de l'E3 comme nous le connaissons serait préjudiciable pour de nombreux acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Des acteurs plus petits qui n'organisent généralement pas de conférences lors du pré-show, mais qui sont quand même bien présents sur le salon et qui profitent de la lumière pour se faire connaître auprès du grand public par l'entremise des journalistes sur place. Car ces acteurs plus modestes n'ont bien souvent pas les moyens d'organiser des press tours. On l'évoquait en introduction, parmi les conséquences de l'épidémie, il y a celle du report des jeux. Pourquoi, me direz-vous, quand la majorité des ventes se font aujourd'hui en dématérialisé? Inutile d'attendre l'impression d'une galette pour y jouer. C'est qu'on ne parle pas des chaînes d'impression de CD en Chine, mais bien de retard dans le développement même du jeu. Et le rapport entre votre AAA américain attendu et la Chine? De tout temps, les entreprises ont cherché à maximiser leurs bénéfices. Les éditeurs de jeux vidéo ont trouvé des sources de financement additionnelles au travers des DLC et microtransactions qui se sont imposées comme un passage obligé pour des entreprises dont l'objectif premier reste non pas seulement d'être rentable, mais d'augmenter sans cesse son capital et la part dédiée aux dividendes des actionnaires. Fait notable, ces revenus additionnels ont l'avantage d'être récurrents, un facteur rassurant pour les investisseurs qui voient alors moins l'industrie vidéoludique comme un secteur risqué. Mais la recherche des ressources complémentaires n'a pas été la seule solution pour maximiser son bénéfice, car quand on estime que la part de bénéfices provenant des revenus complémentaires n'est pas suffisante, il y a toujours un moyen de raboter sur les frais de développement. Là-dessus, l'industrie du jeu vidéo n'a rien à envier aux autres industries et a de plus en plus recours elle aussi à la sous-traitance dans des pays où le coût du travail est moins cher, comme la Chine par exemple. C'est dans ce pays qu'un ancien cadre d'Ubisoft a implanté Virtuos, qu'on pourrait citer en exemple, un sous-traitant intervenant principalement sur des assets et modèles 3D qui compte parmi ses clients des éditeurs comme Blizzard, Konami, Microsoft, Electronic Arts ou encore Ubisoft, Treyarch et Quantic Dream, etc.